science, pseudo-science, je vais dire scientisme même. Je voudrais savoir, pour commencer, parce que chacun dira bien sûr quelle est sa propre actualité, comment vous voyez l'évolution de la relation entre les connaissances et les croyances, parce que c'est de ça, au fond, dont il est question. On va rappeler simplement que les connaissances sont réfutables, le savoir et les connaissances sont réfutables. C'est le principe d'ailleurs de la philosophie des sciences. Hein. Karl Popper et quelques autres l'ont développé. Et les croyances qui, elles, ne sont pas contestables, mais ce ne sont que des croyances. Comment, Bruno Jarosson, tiens, je vais commencer avec vous, comment est-ce qu'on détermine le statut d'une connaissance? C'est ce qui fait dire que quelque chose n'est pas une croyance, mais une connaissance. Oui, parce que historiquement, la science s'est parée d'un savoir plus fondé. Hein, quand on dit c'est scientifique, ça veut dire c'est plus vrai que le reste. Donc, effectivement, il faut interroger, et au nom de quoi la science peut dire qu'elle est plus vraie que les croyances. Alors, Pascal, vous avez cité Karl Popper. Effectivement, il y a un certain nombre d'indicateurs sur lesquels on pourra revenir qui disent qu'on peut avoir accès à une certaine vérité, une certaine objectivité. Et on verra pourquoi cette idée-là, dans sa naïveté, a connu quelques mauvais moments au XXe siècle. De votre côté, Catherine Regnault-Roger, dans le cadre de vos activités, comment vous validez, vous, qu'une connaissance est vraiment une connaissance? Alors, c'est effectivement très compliqué. Déjà, on peut dire qu'on peut se baser sur la méthode scientifique. Et la méthode scientifique, c'est une méthode qui est basée sur, on émet des hypothèses, on essaie de vérifier une hypothèse, on essaie ensuite de voir les limites des résultats que l'on a obtenus à partir de la méthodologie qui a été choisie. Et puis, on confronte ça aux connaissances qui existent à ce moment-là. Et en général, c'est des petites pierres qui s'ajoutent les unes aux autres. Et quand c'est en cohérence, à ce moment-là, on en déduit qu'effectivement, on a quelque chose, une observation qui tient la route. Hein, par exemple, Galilée avec la Terre qui est ronde et pas plate. Hein, voilà, ça ne vient pas tout de suite, mais c'est petit à petit. Et la science, c'est un progrès. C'est aussi une période d'incertitude. D'ailleurs, la vérité scientifique n'est jamais définitive, c'est ce qu'il faut comprendre. Non, parce que nous sommes dans un mouvement dynamique. Et c'est ce qui fait la beauté pour moi de la vie, de l'évolution du genre humain. C'est qu'on a des instants T où là, on pense qu'on sait quelque chose, et puis on avance, et puis après on affirme, on progresse, et puis voilà. Donc finalement, la connaissance scientifique, c'est une merveilleuse aventure. Alors, Pascal, je peux vous poser une question? On va saluer au passage Imad Kanso, le professeur Imad Kanso qui nous a rejoint. Bonsoir. Bonjour. Imad. On commençait par évoquer un sujet dans lequel vous avez été pleinement associé, si je puis dire, tout au long de ces mois de plateaux télé au cours desquels vous avez cherché à expliquer que la médecine est une science expérimentale, que la vérité d'un jour n'est pas nécessairement la vérité du lendemain. Ça a été passionnant d'ailleurs parce que ça nous a permis d'approcher une science qui est une science vivante et évolutive, comme l'explique Catherine Regnault-Roger. Mais vous êtes là, je vous donne la parole dans une seconde, mais Bruno Jarosson l'a souhaité lui aussi. Non, je voulais juste vous demander si vous êtes d'accord que mon polo est rouge. Oui, le polo est rouge. Oui, votre polo est rouge. Est-ce que Catherine est d'accord? Je suis d'accord dans la mesure où je ne suis pas daltonienne. Est-ce que Imad est d'accord? Oui, je suis d'accord dans la mesure où le logiciel ne change pas les couleurs. Voilà. Donc, nous avons, et moi aussi je dis que mon polo est rouge, donc nous avons 4 subjectivités qui le disent, mais si nous tombons d'accord, c'est qu'il doit y avoir un élément d'objectivité qui est le rouge de mon polo. Voilà, c'est simplement l'accès à l'objectivité par l'intersubjectivité. Comment ça se fait que nous soyons tous d'accord? C'est vrai, Bruno, mais néanmoins, la vérité scientifique ne se fait pas au suffrage universel. Ce n'est pas parce qu'on est 4 à voter et qu'on a fait 100% des votes que c'est vrai. Non, mais c'est un premier stade, je dirais, de vérité qui est l'intersubjectivité. Comment ça se fait que nous soyons d'accord? C'est que probablement il y a une objectivité à ce rouge.
Très bien. Imad Kanso, merci d'être avec nous. Vous êtes à l'hôpital Béclair, là. Ça, je ne me trompe Oui, pas. absolument. Euh, Merci d'avoir accepté de participer à cette rencontre qui est suivie par des journalistes qui s'intéressent à cette question, science, pseudo-science, scientisme, hein, aurait dit ceux qui travaillent Oui. sur les questions d'épistémologie. La méfiance envers la science et la politique, d'ailleurs, les politiques de santé, vous êtes dans un secteur qui associe les deux. On a le sentiment que la politique de santé, parfois, elle est menée par le président de la République, parce que les décisions qu'il prend dans le domaine de la santé sont toujours des décisions politiques, et pourtant, c'est souvent des décisions qui visent à protéger la population. Comment est-ce que vous, précisément, percevez ce débat alors, c'est un débat très tendu aujourd'hui, très émotionnel. Le vaccin, ceux qui sont pour, ceux qui sont contre, le pass vaccinal. Comment avez-vous perçu le fait scientifique au cours des mois précédents? Oui, mais tout d'abord, merci pour cette belle invitation et je suis ravi d'être avec vous et de pouvoir partager ces discussions. En fait, je commence d'abord par dire que de tous les temps que les sociétés humaines se sont organisées, il y a eu des ébauches au départ et ensuite après, mieux on était organisé, plus on était organisé, mieux on arrivait à contrôler les choses. C'est-à-dire qu'on a toujours essayé d'avoir le contrôle des phénomènes qui touchaient la santé humaine. Donc, pour rappel, il y a toujours eu des décrets, des choses comme ça, à mesure que les sociétés se sont organisées, de contrôle massif, d'isolement, de mesures. Je vous rappelle à Venise, le port de masque pendant la période de la peste. Donc, il y a eu des directives, entre guillemets, des gens qui étaient au pouvoir pour tenter de contrôler d'après les données qu'ils avaient ou dont ils disposaient à l'époque. Donc, de nos jours, ce qu'il y a de nouveau, alors ces choses-là se sont faites ces dernières 50 années dans la plupart des pays à mesure qu'on se développait. Et donc, les systèmes de santé publique se sont organisés et c'était en coulisses qu'on faisait ça. Donc, il y a eu la science, il y a eu les médecins ensuite et tous ceux qui travaillent avec eux. Il faut pas parler uniquement des médecins, hein. Il y a derrière le corps non médical, paramédical, infirmière, etc. Bref, et ces gens-là ont commencé à piocher les données existantes qui prouvaient que la chemise de Bruno Gerençon était rouge et qui permettait de dire bon, on va utiliser cette chemise pour montrer que je suis bien au rouge. Donc, on a commencé à dire, Pasteur et d'autres scientifiques de l'époque ont commencé à dire voilà, on va vacciner parce que ça nous permet d'éviter que les gens meurent. Voilà ce qui s'est passé. On s'est emparé de la communication et tout le monde a mis son nom au vin. Donc, voilà ce qui se passe. J'en viens à la situation d'aujourd'hui. Si je précise ma question, est-ce que vous avez l'impression, vous, que la vérité scientifique a été malmenée? Et c'est oui. un scientifique que je pose la question. Oui, elle a été malmenée parce que tout le monde s'en est emparé sans connaissance de cause et sans savoir l'interpréter. Le danger, c'est pas ça. D'ailleurs, question posée à Bruno Gerençon et au professeur Catherine Regnault-Roger. Il faut être compétent pour savoir qu'on n'est pas compétent. Vous savez, c'est ce que dit Étienne Klein, des sciences. Il dit aussi, d'ailleurs, souvent, le scientifique a des doutes, l'ignorant affirme. Mais pour rentrer dans le 21e siècle, un siècle de technique, de science, dire le siècle des ingénieurs, du détail, des mathématiciens, il faudrait être compétent beaucoup plus que nous le sommes, nous, enfin, en tout cas le public. Comment voyez-vous cette question? Vous, comment voyez-vous, Bruno et professeur Regnault-Roger, le statut du fait scientifique dans la société d'aujourd'hui? Oui, il y a une difficulté, c'est que la science a dû avouer qu'elle ne pouvait pas tout prévoir, et par manque de nuances, certains ont déduit que du coup, elle ne pouvait rien dire. On l'a bien vu sur l'épidémie. Effectivement, les scientifiques étaient prudents et disaient voilà, nous avons des scénarios, nous savons ce que nous ne savons pas, etc. Et globalement, dans leur prudence, ils se sont assez peu trompés. Mais ce qu'on voyait, c'est qu'on leur reprochait de ne pas tout savoir. Ben oui, ils ne savaient pas tout. Ça me rappelle une histoire qui s'est passée il y a une vingtaine d'années. Un jour, un Premier ministre, on lui demande à la radio quelle sera la croissance l'année prochaine. Et il dit, je ne sais pas.
ce qui est une banalité, parce que personne ne sait quelle sera la croissance l'année prochaine. Et ça a fait un scandale. On découvre que le Premier ministre ne sait pas. Autrement dit, il ne pouvait pas avouer la limite de son savoir, comme si quand le savoir n'est pas absolu, il n'est plus rien. Et donc, c'est un regard sans nuance. Et pour dire la question effectivement de l'objectivité et de la vérité du savoir, il faut bien comprendre, comme l'a montré Catherine Renaud-Roger, l'a déjà évoqué, c'est que c'est une question un peu subtile. Karl Popper nous dit, par exemple, on ne peut pas être sûr que l'affirmation « tous les signes sont blancs » est vraie. Parce que vous voyez 1 million de signes blancs, ça ne prouve pas qu'elle est vraie. Par contre, il suffit de voir un signe noir pour être sûr qu'elle est fausse. Donc déjà, c'est assez troublant, mais les certitudes portent plus sur ce qui est faux que sur ce qui est vrai. On sait mieux ce qui ne va pas marcher que ce qui va marcher, souvent en médecine. Il y a deuxième point qu'il faut évoquer, c'est la question de la mesure. Qu'est-ce qu'on appelle une mesure? C'est une observation qui ne dépend pas de celui qui l'a fait. En ce sens-là, elle est objective. Et toute la construction de la science se fait sur des mesures, sur des expériences, comme nous l'a rappelé Imad Tanso. Et puis, troisième point, là on l'a bien vu dans le débat sur la vaccination, il y a la question des paradigmes, c'est-à-dire de savoir un certain nombre de choses qui nous permettent de comprendre les observations. Et ça, vous le voyez, dans les débats, ça commençait souvent, les gens disaient « je ne suis pas virologue, mais… » Oui, je ne suis pas médecin, mais je ne suis pas… Et là, s'en suivait les coteries. Ben justement, si vous n'êtes pas médecin, même les observations, vous ne pouvez pas les interpréter. Donc, vous allez dire… Bruno, vous vous rappelez, je sais pas, vous avez peut-être lu d'ailleurs le petit tract Gallimard, une publication tout à fait passionnante, hein, sur le goût du vrai, Étienne Klein, précisément, philosophe des sciences, qui s'étonne. Il a écrit ce livre sur les faits scientifiques parce qu'il a ouvert le Parisien un matin, c'était au début de la pandémie, et il y avait un sondage dans lequel le journal interrogeait ses lecteurs, les Français, sur est-ce que vous pensez que tel médicament soigne la maladie? Et il a été frappé de voir qu'il n'y avait que 20% des gens qui ne savaient pas. Tous les autres savaient, sans avoir fait la moindre étude de médecine, etc. Et donc, c'est la question que je pose aussi à Catherine Renaud-Roger. Dans votre domaine, l'expertise, ça compte. Bon, il y a une expertise, on essaye d'ériger l'expertise populaire comme une espèce de vérité scientifique. Qu'est-ce que ça a comme conséquence sur la recherche chez nous? Alors moi, je suis une spécialiste de la protection des cultures, une biologiste des organismes, et mon domaine de prédilection en ce moment, d'ailleurs j'ai écrit un petit livre dessus, ce sont les enjeux biologiques, donc ce sont les biotechnologies. Et vous savez qu'il s'agit d'un domaine fortement controversé, donc pour parler simple, OGM, et puis les nouvelles techniques d'édition du génome. Et on voit bien en étudiant, et on peut faire un parallèle d'ailleurs, entre tout ce mouvement de remise en cause de la science à travers le mouvement anti-vax et les OGM, parce que les OGM, maintenant, c'est une question qui est une controverse sociétale qui est devenue une croyance pour un certain nombre d'entre eux et qui est totalement déconnectée de la réalité scientifique. Les OGM, on sait que ça s'est fait, les premiers organismes génétiquement modifiés ont été créés dans les années 1972. On sait qu'il y a eu une réflexion parce qu'à l'époque, on ne savait pas très bien ce qui se passait, les incidences qui allaient se produire. Il y a eu des réglementations qui ont été instaurées. Et puis aussi, il y a eu un certain nombre à la fois de recherches de laboratoire et d'observations de terrain. On sait par exemple, il y a eu de grands progrès thérapeutiques, notamment dans les vaccins, notamment aussi dans la mise au point de molécules médicamenteuses thérapeutiques, comme par exemple l'insuline. L'insuline qui est administrée aux diabétiques est fabriquée par des organismes génétiquement modifiés et ça permet d'éviter d'avoir recours à ce qu'on avait avant, c'est-à-dire de l'insuline de porc qui pouvait provoquer des accidents anaphylactiques. Et donc, en ayant observé ce qui se passe aussi sur le terrain avec les plantes génétiquement modifiées qui sont cultivées depuis maintenant 25 ans,
on a avancé dans la connaissance et on sait qu'il n'y a pas d'incidence à la fois en termes de santé humaine et à la fois donc au niveau environnemental. Il n'y a pas d'incidence. Après, il y a des organisations au niveau des agricultures, comme elles se pratiquent. Je pense notamment donc, à l'agriculture conventionnelle, l'agriculture biotechnologique et l'agriculture Et Catherine, biologique. vous êtes reconnue dans le débat autour des vaccins. Vous avez retrouvé des accents du débat engagés dans la société, du débat public autour des OGM. Oui, d'abord parce qu'il faut savoir que sur les vaccins, et peut-être que Imad pourra confirmer, les vaccins qui ont été commercialisés contre la Covid, d'abord, il ne faut pas croire que tous ces vaccins sont considérés comme des vaccins OGM. Paradoxalement, les vaccins à base d'ARN messager, le Pfizer et le Moderna, sont dispensés, ne passent pas devant les organismes qui examinent si c'est un OGM ou pas et quelle est l'incidence que ça peut avoir. Tout simplement parce que c'est une technologie qui est hors champ de la réglementation. En revanche, AstraZeneca, en revanche, Janssen, en revanche, Sputnik, eux ont été examinés par le Haut Conseil des biotechnologies, puisqu'à l'époque, je faisais partie du comité scientifique du Haut Conseil des biotechnologies, dont l'existence s'est achevée en décembre 2021, c'était hier. Imad Kanso. Oui, le mot l'indique, organisme génétiquement modifié, c'est-à-dire ce n'est pas un organisme tout entier avec toute sa structure qui aurait été modifiée et introduit dans un autre organisme, que ce soit par voie orale ou par voie parentérale. Donc là, le morceau, le tout petit bout de morceau d'ARN messager ou d'autres ARN comme on peut les utiliser actuellement en médecine ou en biologie, n'est pas considéré comme un organisme à part entière. Donc, ce n'est pas un OGM en soi, et je confirme exactement ce que vient de dire Catherine, c'est que malheureusement, il y a un mélange de genres et de toutes ces connaissances, mais un OGM, encore une fois, c'est peut-être l'adénovirus, peut-être le virus modifié qui va être atténué et ensuite rentré. Oui, tout ça, c'est de l'OGM, mais le vaccin ARN a été malencontreusement mentionné comme étant un OGM, et donc avec la peur que ça engendre, évidemment, c'est assimilé à ça. Mais c'est une erreur importante. J'ai une réaction, un message qui nous est adressé. L'objectivité devrait s'imposer aux professionnels de santé, la subjectivité, les croyances devraient rester l'apanage du patient, qui est et doit rester au centre de la relation thérapeutique. Alors, c'est toute la difficulté, c'est que c'est au fond la question de l'acceptabilité sociale dans une relation individuelle avec le patient, Imad. Bon, il faut le convaincre, il y a le domaine des convictions, le domaine de la foi, si je puis dire, et puis il y a celui de la science. Comment expliquez-vous d'ailleurs, au passage, Imad Kanso, et puis je ferai tourner la parole après, que la science fasse peur aujourd'hui ? Oui, en fait, la science, elle fait peur parce qu'elle a pris aussi la place dans l'agora, donc dans l'espace public, qu'elle n'avait pas avant. Donc, il y avait un mystère qui était incarné par les médecins, mais n'oublions pas que dans toutes les cultures et toutes les sociétés, il y a eu un mystère incarné par les chamans, par des personnalités illuminées qui, disons, avaient une certaine capacité à montrer aux autres qu'ils avaient des connaissances et qui pouvaient changer le monde, ou changer en tout cas leur mode de vie et leur façon leur maladie, etc. Donc, oui, la peur, c'est parce qu'elle est devenue, en fait, ça a dévoilé énormément de peurs ancestrales, des peurs que les individus avons, tous les gens avons de la vie et de la mort et de la maladie. Et bon, bah, ça devient un phénomène anthropologique assez spectaculaire. Mais je pense qu'il y a eu un mélange d'éléments, le fait que tout le monde a pris la parole, tout ce qu'on pouvait dire pouvait être très, très mal interprété. Et aussi, Imad, parce que les scientifiques ont peut-être été défaillants. Il y a des scandales scientifiques.
Bien sûr, mais tout a été superposé, empilé. C'est-à-dire que bien sûr qu'il y a eu les lobbies industriels, pharmaceutiques, avec les erreurs de médicaments détournés de leur fonction initiale, de leur AMM, comme on dit en termes scientifiques ou médicaux. Autorisation de mise en marché. De mise sur le marché, exactement. Donc, évidemment qu'il y a des détournements, bien sûr, mais je tiens à dire quelque chose. Avant d'arriver à ces problèmes industriels, à ces problèmes de détournement, à ces problèmes de mauvais usage, il y a beaucoup de choses qui sont faites dans l'ombre par les scientifiques. Donc, il y a une dissociation entre le travail scientifique du laboratoire et ensuite ce que nous, médecins, allons appliquer. Attention, il y a des phénomènes totalement séparés et les gens mélangent tout ça. Avant que je puisse, je travaille aussi avec des ARN, et avant que je puisse évoluer vers la proposition de molécules en thérapeutique, il se passe des années dans notre laboratoire pour qu'on puisse déjà obtenir des résultats dans l'ombre et en plus obtenir des financements. La question du financement devient complètement mélangée partout. Or, on rame pour avoir de l'argent, je m'excuse du mot, pour pouvoir comprendre les choses avant qu'on ait un lobby industriel qui vienne nous dégoter la licence. Vous voyez ? Tout à fait, Imad. J'ai deux questions à vous poser après, et j'en poserai une à Bruno, puis à vous tous, sur la distance qu'il faut prendre avec les scientifiques, la parole scientifique, sur les autorités de contrôle. Mais Catherine, j'ai cette remarque de Laure qui nous a écrit pour nous dire « Je suis étonné de l'affirmation que les OGM cultivés n'ont pas d'incidence sur l'environnement à partir du moment où ils sont cultivés en milieu ouvert et suite à la pollinisation de plantes de la même famille du milieu naturel ou cultivé, ils vont nécessairement faire évoluer la génétique des plantes issues de ces futures graines. » Je lis le message et je vous écoute. Alors, les autorisations qui sont accordées pour la mise en culture tient compte, notamment en Europe, c'est la directive 2018, tient compte justement des précautions à prendre en termes de dissémination des flux de gènes. À la PCR. Et à partir du moment où cette autorisation est accordée, il y a une surveillance post-commercialisation qui est une surveillance générale ou donc pour des faits non intentionnels qui ne seraient pas identifiés au moment de l'homologation et de la mise en culture et qui seraient des faits non ciblés aussi, non connus, et puis une surveillance spécifique. Donc, je peux assurer alors que tout est mis en œuvre pour qu'il n'y ait pas d'incidence environnementale avec cette surveillance post-commercialisation à la fois générale et à la fois spécifique. Merci pour cet élément de réponse. Bruno Jarosson, comment faut-il prendre la parole du scientifique? Avec distance, avec le poids du charbonnier? Voilà, ce débat pose la question du statut de la science. Alors, il faut revenir un peu en arrière. Au XVIIIe siècle, il s'est quand même passé quelque chose qui a mis les sociétés en mouvement. C'est une convergence autour de la notion de progrès. Le progrès scientifique, donc physique newtonienne, puis ensuite maîtrise des phénomènes électriques et électromagnétiques. La technique, donc qui a mis la machine à vapeur, l'électricité. Troisième domaine, l'économie, avec le transfert travail-capital qui a fait que les gains de productivité sont de 20 en 2 siècles, ce qui a complètement changé notre façon de travailler et de consommer. Et quatrième point, la philosophie, c'est-à-dire derrière cette idée philosophique, c'est que plus tu sais, plus tu maîtriseras. Et autour de cette idée, plus on saura, plus on maîtrisera, c'est nouer une fausse promesse qui est formalisée dans Les Misérables, quand Victor Hugo dit, cette phrase toute bête, le XXe siècle sera un siècle heureux. Et il compte sur quoi pour que le XXe siècle soit un siècle heureux? Sur la technique. Sauf que ça ne s'est pas tout à fait passé comme prévu. À partir du moment où la technique a utilisé un concept économique des effets d'échelle pour tuer les massacres de la guerre de 14, la Seconde Guerre mondiale, la bombe atomique et des gens qui utilisent la chimie pour tuer 6 millions de personnes dans des chambres à gaz. Donc, on voit que l'utilisation de la technique pour rendre les gens heureux a été trahie. À partir de ce moment-là, le statut de la science, plus tu sais, plus tu maîtriseras, a été déboulonné. Mais pour passer à une idéologie complètement absurde et inverse,
c'est le savoir ne nous dit rien et ne maîtrise rien. Et moi, j'ai eu cette intuition il y a 30 ans, quand j'ai créé des cours de philosophie des sciences dans des écoles d'ingénieurs, c'est qu'au fond, la question du vrai devenait même plus importante que la question du bien. Vous savez, en philosophie, on fait beaucoup de philosophie morale, surtout en France, et on s'intéresse à la question du bien. Mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on fait plus de mal par l'erreur que par erreur que par malveillance. Et c'est bien la question des antivax, parce que ces gens-là veulent le bien et ils croient qu'ils font le bien. Or, ils provoquent des choses assez malveillantes. Donc, on voit bien que le statut du savoir, de la science, est à restaurer si on veut éviter de faire énormément de conneries par erreur, comme ça a été fait. Ça consiste, Bruno, ça revient à dire aussi au public quelque chose qui est peut-être désagréable à entendre, c'est la science n'est pas démocratique, elle est faite pour les sachants. Oui, la science est un savoir, donc sachant. Catherine Roger s'exprime sur les OGM, je ne vais pas la contredire, j'y connais rien. Donc j'écoute ce qu'elle dit et je le crois. D'accord. Est-ce que Imad Kanso et Catherine, vous êtes l'un et l'autre l'objet d'une surveillance d'autorité de contrôle? Il y a des questions qui reviennent assez souvent, d'ailleurs, dans les petits messages que je reçois, c'est sur les autorités de contrôle. Alors, je sais que dans la démarche de contestation de la science, on commence par dire d'abord que les faits sont faux. Bon, une fois qu'il est démontré qu'on a tort, on dit mais l'arbitre est payé, si je puis dire. L'arbitre joue avec une autorité de contrôle qui elle-même n'est pas neutre, qui est à la solde de l'industrie et des profits. Est-ce que vous êtes l'objet d'un contrôle et d'un contrôle sévère, l'un et l'autre? Imad Kanso. Oui, pour tout acte médical, on est contrôlé par le Conseil de l'Ordre, par le ministère, par l'ARS, on a la NSM. Nous avons tous donc des garde-fous pour tout ce qui est des actes, des prescriptions, des actes pour le diagnostic et des actes pour la prescription médicale. Nous devons suivre l'AMM malgré notre liberté de prescription. On est donc surveillé et on est contrôlé le cas échéant. Dans les hôpitaux, n'en parlons pas, c'est nos autorités propres qui nous contrôlent. Et pour ce qui est de la recherche, attention, c'est séparé, c'est la recherche fondamentale, mais même clinique, il y a nos pairs et toutes les autorités. Et ensuite, après, dès lors qu'on va produire des connaissances qu'elles vont avoir un impact, une utilisation, il y a les autorités dépendantes, nationales et indépendantes, qui sont sollicitées également. Donc oui, on est contrôlé sur toute la ligne. Bon. Oui, Catherine. Alors, ce qui existe au niveau des organismes génétiquement modifiés, donc des OGM, c'est une réglementation qui a été mise en place dès les années 84. Aux États-Unis, en Europe, l'Union européenne, il y a plusieurs directives en 1990, 2001, et puis ça s'est poursuivi. Et ce sont des directives qui sont très sévères, très contraignantes, qui essaient de justement à la fois de voir toutes les incidences, de prévoir toutes les incidences qui pourraient se produire quand on met en place, on utilise des organismes génétiquement modifiés, des OGM, et puis aussi donc de prévenir, mais aussi de surveiller après, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, il y a effectivement un contrôle qui est réalisé, on ne fait pas n'importe quoi. Et par exemple, des demandes qui ont été faites pour des OGM qui auraient pu provoquer des allergies ou qui auraient pu provoquer des disséminations de gènes importants, eh bien, ont été refusées. Et les sociétés qui commercialisent ce genre de choses, d'ailleurs, le savent très bien et constituent des grands dossiers qui sont assez énormes à étudier. Et en France, ces dossiers étaient étudiés donc jusqu'en décembre dernier par l'ANSES au niveau psychologique et au niveau écotoxicologique, l'environnement, par le Haut Conseil des biotechnologies. Et maintenant, les compétences du Haut Conseil des biotechnologies, une partie est revenue au ministère de la Recherche pour étudier justement tout ce dont parlait Imad, c'est-à-dire les contrôles qui ont lieu dans les laboratoires au niveau de la recherche.
et au niveau de l'incidence au niveau environnement et au niveau commercialisation, les compétences ont été donc transférées à l'ANSES. Bon, question qui est arrivée au passage. Bruno, en quoi les non-vaccinés ont-ils provoqué des choses malveillantes? Alors, moi, je ne fais pas d'études sur les vaccins, donc je crois ce que disent les gens qui les font. Ce qu'ils nous disent, c'est que les gens vaccinés ont 10 à 5 fois moins de chances de mourir du Covid. Le risque, de chances d'ailleurs. De probabilité. Donc, le mois de janvier s'est terminé sur un score de plus de 200 morts par jour, donc ça fait plus de 6000 morts. Et donc, nous savons, c'est un fait objectif, que si les personnes si le taux de vaccination avait été complet de 100%, il y aurait sans doute 10 à 5 fois moins de personnes qui seraient mortes. Donc, ça fait des milliers de personnes qui sont mortes faute d'être vaccinées. Voilà, et j'en ai dans mon entourage. Donc, je ne trouve pas ça très amusant qu'un monsieur de 70 ans qui avait encore à s'occuper, fils unique, de ses parents âgés de 90 ans disparaissent parce qu'il était contre le vaccin. Oui, ça ne m'amuse pas. Question précise à Catherine et Imad Kanso. On évoque souvent les ciseaux moléculaires. C'est une formule que je trouve, moi, très mystérieuse, très intéressante. Et vous dites, vous, Catherine, que la réglementation actuelle est déphasée. Il y a une réglementation, la réglementation, c'est fait pour organiser, pour protéger, mais elle est déphasée par rapport à l'évolution des techniques et des technologies. D'ailleurs, c'est un problème qu'on rencontre très souvent en droit. Vous l'avez remarqué comme moi, le droit suit l'évolution. Il suit l'évolution soit de la morale d'une société, soit des progrès techniques, technologiques. Enfin, on commence à essayer de réglementer aujourd'hui le digital, parce que ça a été inventé il y a une vingtaine d'années. Est-ce que ça vous pose un problème comme chercheur, et est-ce que ça a des conséquences sur la relation de la science avec le politique? Qui répond, Imad ou moi? Catherine pour commencer, puis Imad après. D'accord. Bon, effectivement, la réglementation européenne, on en a parlé, est une réglementation qui est basée sur des connaissances qui avaient cours en 2001. Maintenant, nous sommes en 2022, 21 ans plus tard. Ça a quand même un peu progressé. Et notamment, donc, pour revenir sur l'image des ciseaux moléculaires, une rupture technologique majeure qui s'est produite en 2012 par une communication, donc une publication d'une équipe de scientifiques dirigée par deux personnes qui sont Jennifer Doudna, qui est une américaine de l'Université de Californie, et puis Emmanuelle Charpentier, qui est, on dit cocorico française, parce qu'elle a fait ses études à Pasteur. Elle a fait sa thèse à l'Institut Pasteur, mais malheureusement, enfin je dis malheureusement, heureusement pour elle, mais après avoir fait un postdoc aux États-Unis, on lui a offert des propositions des positions de recherche bien plus avantageuses en Autriche, en Allemagne et puis aussi en Suède. Donc maintenant, elle est quand même directrice de l'Institut Max Planck à Berlin, qui est un institut très prestigieux. Et donc, ça veut dire que, je reviendrai sur la réglementation après, mais une petite incidence, ça veut dire quand même qu'elle est le cas typique de ce que l'on fait en France, qui sont des recherches de qualité, mais que pour ensuite arriver à développer ces recherches, à les exploiter, ou pour les jeunes chercheurs à avoir des perspectives intéressantes, il faut qu'ils aillent ailleurs. Donc là, il y a une question à se poser. Imad, oui. Est-ce que vous, d'ailleurs, si je prolonge la question, mais conservez le corps de cette question, il y en a une autre qui la prolonge un peu, est-ce que votre relation, d'ailleurs, avec les patients, Catherine, elle ne voit pas nécessairement des consommateurs tous les jours. En revanche, vous voyez non pas des consommateurs, mais des patients. Est-ce que ça a évolué? En fait, pas trop, non. Les patients se remettent à nous.
On est donc des techniciens et des personnes qui appliquons, qui exécutons donc des techniques de diagnostic et de traitement, et les patients se remettent à nous. Donc on a très rarement, à part, encore une fois, les patients qui ont été réticents à avoir une vaccination. Et là encore, on a beaucoup négocié, on a réussi à obtenir d'eux qui se protègent, parce qu'effectivement, ils étaient à haut risque. Mais en réalité, non, nous n'avons pas, avec ces usagers, aucune réticence en soi. Ils discutent, ils essayent de comprendre, on essaye d'être pédagogique par rapport à leur traitement et leur prise en charge, mais en fait, non, ils continuent. Ça fait des années que la pratique, en France en tout cas, ou localement là où je travaille à l'hôpital, elle n'a pas évolué de ce point de vue-là. Mais pour revenir à la question initiale, on est quand même très décalé par rapport à l'évolution, à l'explosion de connaissances et aux applications qu'on pourra mettre en place et à la législation et à l'évolution sociétale. Il y a quand même beaucoup d'ignorance, ce n'est pas péjoratif. On ne peut pas tout connaître de ces progrès techniques, les ciseaux. On coupe l'ADN, on met un bout ailleurs et on change complètement la génétique. Pour aller beaucoup plus loin, vous avez vu comme en Asie, il y a des pays où font déjà des clonages des êtres vivants. Donc, on reproduit un animal complet, pourquoi pas reproduire un humain? Donc, ces progrès technologiques, le bon usage et tout ça est très complexe pour qu'une société l'appréhende tout de suite et l'intègre dans sa législation. Je le pense, d'une manière générale. On s'est croisés souvent au cours de ces derniers mois sur les plateaux télévisés. Est-ce que vous considérez, vous, que l'autorité médiatique a remplacé, substitué, supplanté l'autorité scientifique? Je ne serais pas aussi sévère, mais pour le commun des mortels, c'était naturel que ça évolue comme ça, puisque c'est accessible à tout le monde. Donc, en quelque sorte, oui, je le pense, parce que tout simplement, mais tant mieux en même temps, parce que les journalistes, vous, et les médias classiques, ont quand même encore des leviers de vérification, ont encore quand même la possibilité d'inviter des personnes qui s'expriment en public, même si des débats, même si ça fait des dégâts. C'est notre responsabilité après. Donc, je ne justifie pas l'explosion médiatique, mais c'est préférable à quelque chose de totalement incontrôlé, comme les réseaux sociaux, les médias, où il y a un anonymat, où il y a tout un tas d'expressions totalement absurdes. Donc, je préfère que ce soit les médias qui s'en emparent. Après, c'est à tout le monde, y compris nous, médecins et ou scientifiques, de lever le débat et d'expliquer aux journalistes qui représentent le commun des mortels comment ça se passe. Le journaliste puisque le mot média porte un sens plus large, le média, ça vient de l'idée du médiateur. On est là pour être une espèce d'interface entre des gens comme vous, des sachants, et puis le public. Alors, on a un devoir qui est un devoir de simplification, de démocratisation de la connaissance, avec un risque. D'abord, je pense qu'il y a un double risque. Le premier, c'est qu'en simplifiant, parfois, on réduit la portée de la vérité scientifique. Et puis le deuxième élément, c'est qu'il y a beaucoup de journalistes qui n'ont pas de formation scientifique et donc qui n'ont même pas la capacité à porter ce type de débat. Et ça nous amène peut-être à la dernière partie de notre entretien sur le rôle des politiques. La question des politiques, les politiques face à l'essor des pseudosciences. J'imagine peut-être tour de table d'abord pour commencer, ça n'arrange personne, non, cette émergence des pseudosciences, Bruno Jarosson, ça brouille, y compris d'ailleurs le message des politiques. Regardez, aujourd'hui, le président de la République, son gouvernement sont critiqués pour avoir déployé une stratégie vaccinale. J'écoutais l'autre jour sur des réseaux sociaux, quelque chose de complètement fou, une femme qui affirmait qu'en réalité, dans le vaccin, il y avait une particule dont le nom m'échappe aujourd'hui, des mini-ciseaux qui étaient là précisément pour nous découper de l'intérieur quand les membres du complot autour de la table auraient décidé, dont le gouvernement aurait décidé d'activer cette molécule-là. Donc, ça brouille le message, ça brouille la relation de confiance, Bruno Jarosson. Oui, sans doute. Mais enfin, moi, je ne suis plus un gamin, donc ça fait quand même 60 ans pratiquement que j'entends dire que les politiques, on ne peut pas leur faire confiance et ils sont nuls et ils font des conneries. D'après ce que je sais sur les années 30,
ou sur le 19e siècle, c'était à peu près la même chose. Mais pour contrebalancer, oui, donc effectivement, c'est pas une partie de plaisir d'être politique dans une démocratie, comme disait Luc Ferry. Le ministre, ça commence le matin, il arrive au ministère avec une revue de presse, il y a 200 articles sur lui qui sont parus la veille, et il y en a 199 qui expliquent qu'il est dernier décréta. Bon, donc ça, c'est la vie des hommes politiques, et je ne pense pas que ce soit très nouveau. Mais si je contrebalance, si on regarde ce qui s'est passé en Europe dans les démocraties par rapport à cette épidémie, globalement, les décisions raisonnables ont été prises, et c'est finalement, dans les grandes épidémies, celle qui a fait le moins de dégâts. Donc, même s'il s'est dit beaucoup de choses délirantes, finalement, ça s'est passé au moindre mal, me semble-t-il, pour des pays comme la France, l'Italie, l'Espagne, le Portugal, l'Allemagne, etc. Avec des idées un peu différentes. On voit que les Suédois, par exemple, ils n'ont pas du tout voulu confiner, puis après, ils se sont aperçus que c'était peut-être pas judicieux, donc pouvoir corriger au fur et à mesure les décisions. Oui, ils ont changé de stratégie, oui. Hein, absolument. Quelles sont vos relations avec les politiques, Catherine? Comment, je ne sais pas, ils sont curieux, ils ont envie de savoir, ils expriment de la défiance. Enfin, quelle est votre relation? C'est moi qui suis concernée de la question. Oui. Alors, moi, je voulais revenir un petit peu plus tôt sur une de vos autres questions, parce que je n'ai pas eu le temps de m'exprimer dessus. C'était sur le retard du juridique par rapport par rapport à l'avancée de la science. Et alors, donc, dans le cas des OGM, c'est très net, et des nouvelles techniques, les nouvelles biotechnologies, c'est très net, puisque nous avons eu un arrêt de la Cour de justice européenne en 2018, statuant que toutes les techniques, les nouvelles techniques qui ont été inventées, mises au point après 2001, relevaient de la réglementation des OGM, c'est-à-dire qu'on ne tenait pas compte des connaissances qui avaient évolué, qui étaient précisées au cours des 20 dernières années. Et d'ailleurs, il y a la Cour de justice européenne qui s'est prononcée comme ça, et qui fait que maintenant, par exemple, les produits d'édition du génome dans l'Union européenne, pour l'instant, sont soumises à la réglementation des OGM. Il y a un autre pays qui a fait ça au monde, c'est la Nouvelle-Zélande, parce que la Haute Cour de justice de Nouvelle-Zélande s'est prononcée de la même façon. Sauf qu'en Nouvelle-Zélande, ils se sont aperçus que ça perturbait énormément les échanges commerciaux qu'ils avaient avec l'Australie, qui avait choisi une autre position, qui était la position de considérer que les produits d'édition du génome pouvaient être, dans certains cas, dispensés de cette réglementation des OGM, dans les cas où les modifications sont effectivement mineures, où là, on ne reprend pas l'image des ciseaux moléculaires qui coupent une partie d'ADN et puis qui va changer un petit peu les ADN, mais on prend l'image du crayon, le crayon qui enlève, ou la petite pince qui enlève une base qui ne va pas, et à ce moment-là, on peut éteindre, par exemple, une fonction comme des enzymes qui ne fonctionnent plus et qui vont permettre justement d'améliorer, par exemple, le profil des pommes de terre. Pourquoi je parle des pommes de terre? Parce que quand vous avez certaines espèces de pommes de terre qui ont un aminoacide qui peut se combiner avec l'amidon pour former de l'acrylamide, et l'acrylamide est un cancérogène. Et donc, par exemple, une société comme McCain, pour faire ses frites surgelées, eh bien, c'est poser la question d'avoir des variétés de pommes de terre qui ne donnent pas qui n'ont pas cet inconvénient. Et donc voilà, hein, un exemple. Eh bien, on voit que le temps judiciaire, n'est pas le même que. Ah non. Et là, la Commission a ouvert la porte à une réflexion pour faire évoluer la réglementation. Alors, les temps sont décalés. C'est vrai qu'il y a le temps de l'opinion, il y a le temps du politique, il y a le temps de l'économie, de la science. Et il y a peu de concordance. Tout à l'heure, je vous parlais d'un produit qui s'activerait avec la 5G dans le vaccin. Quelqu'un a la gentillesse de me dire qu'il s'agit du graphène. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Je ne sais pas ce que c'est que le graphène, mais Imad Kanso,
Vous avez eu l'occasion d'approcher les politiques là, pendant ces 2 années qui viennent de se passer. Quel regard vous jetez, vous, sur la relation du scientifique que vous êtes avec le politique? Alors, c'est un regard assez particulier. On doit d'abord être indulgent et se placer sur le fait qu'ils n'ont pas fait les années d'études que nous avons fait tous pour comprendre un tout petit peu. Un tout petit peu, je suis humble, la science et les phénomènes biologiques. Donc, eux, ils ont fait d'autres types d'études. Ils ont beaucoup de capacités pour gérer des situations différentes. Et donc, nous, il faut qu'on soit indulgent et qu'on soit surtout pédagogue. Mais la relation, quand ils étaient arrogants, comme certaines personnes qui effectivement ont utilisé leurs paroles pour imposer des choses et pour dire, décider pour autrui, là, ça a été quand même assez compliqué parce que effectivement, il y a eu des débats houleux. Mais d'une manière globale, et je parle de manière communautaire, la communauté scientifique et médicale représentée par le comité scientifique a eu des très bons rapports avec le politique, en ce sens qu'ils ont eu beaucoup de discussions, beaucoup de débats pédagogiques pour essayer non pas d'imposer, mais d'expliquer la situation. Après, bien sûr. Pensez-vous, Imad, que la relation, je laisse de côté la question compliquée à qui faut-il confier l'arbitrage scientifique, parce qu'il faut le confier à des scientifiques, c'est l'évidence, mais il y a l'arbitrage des politiques publiques, et là, c'est sur des bases qui sont très scientifiques, mais avec un arbitrage qui est alors associé à l'acceptabilité sociale, à la capacité du corps social à le comprendre, etc. Mais avez-vous le sentiment, vous, que la relation des Français, de l'opinion avec la science médicale, même en la définissant comme une science expérimentale, a favorablement évolué? Alors, c'est difficile à dire. Je pense qu'il nous faut encore plus de temps pour voir quel a été l'impact de cette crise sur cette opinion du public vis-à-vis de la science et des médecins. Je pense que ça a été assez impacté, en tout cas en plein cœur des pandémies. Il y a eu beaucoup d'incrédulité qui s'est installée chez certaines personnes, des gens qui se sont un peu fâchés, entre guillemets, avec les médecins, mais d'une manière globale, attention, j'insiste à mon échelle, la confiance, je ne l'ai pas sentie comme étant perdue de la part de nos patients. Attention, c'est à titre individuel, ce n'est pas une étude collective et c'est très compliqué d'évaluer l'impact aujourd'hui. Ça va donner, je pense, ça va déteindre beaucoup plus tard à mesure que nous allons mettre sur la table des correctifs et comment expliquer ce mélange médias, sciences, non-sciences et tout ça. Hein. Ça va être compliqué, mais c'est une évolution qui doit suivre son cours encore. À mon avis, on est plein dedans et j'aurais du mal à tirer des conclusions actuellement. Bruno Jarosson, sur la question de la confiance, la crise qu'on vient de traverser, vous avez le sentiment qu'elle a ébranlé la confiance de l'opinion à l'égard de la science et des scientifiques, ou au contraire qu'il y a un peu plus de connivence aujourd'hui, plus de compréhension? Je pense qu'elle a ébranlé la confiance, mais aussi fait prendre conscience de l'importance du sujet, du danger qu'il contient. Vous savez, Karl Popper, il lit l'histoire comme une opposition entre les sociétés ouvertes et les sociétés fermées. Donc, dans les sociétés ouvertes, tout circule, les opinions, les biens, le commerce, mais aussi les conneries. Bon. Circulent aussi très bien. Bon. Mais si on regarde ce qui s'est passé sur la pandémie, dans les sociétés fermées où l'information ne circule pas, il s'est peut-être dit moins de conneries, mais enfin, ça a été pire. Vous pensez à qui? Pardon? Vous pensez à qui, là? Je pense à la Russie, je pense à la Chine, parce que les sociétés fermées, dans la mesure où l'information ne circule pas, n'ont pas la possibilité de corriger leurs erreurs. Les sociétés ouvertes font des erreurs, mais comme les erreurs sont dites, elles se corrigent. Donc, effectivement, la confiance a été peut-être atteinte, mais se sont mis aussi en place des mécanismes protecteurs, comme en témoigne d'ailleurs ce débat de ce matin, pour dire attention, il faut bien défendre le savoir scientifique si on veut éviter des soucis majeurs. Bruno, est-ce que je peux faire juste une réflexion à l'inverse? Est-ce qu'on ne peut pas dire qu'il est plus simple de gérer une pandémie comme celle qu'on vient de traverser dans une dictature ou un régime autoritaire
Parce qu'au moins, il n'y a personne pour discuter des fondements scientifiques des décisions publiques. Oui, oui, c'est peut-être plus simple, mais là, je ne m'intéresse pas au confort de l'homme politique. Peut-être que la tâche des dictateurs chinois est plus simple que celle des dirigeants, mais je pensais des dirigeants européens, mais je pensais au sort de la population. Catherine? Oui, les scientifiques et la science ne peuvent pas tout parce que enfin, il y a un certain nombre de connaissances sur lesquelles on peut baser des raisonnements, mais il y a aussi des orientations sociétales, des choix politiques qui sont basés sur le bien commun, sur le bon sens du père de famille. Hein. Les notaires ont une expression, gérer un patrimoine en père de famille. On va dire en mère de famille aussi, parce qu'on est pour l'égalité maintenant. Mais je veux dire qu'il y a des choix, et ces choix, ce sont des choix qui sont philosophiques et politiques. Et à partir de là, les sciences peuvent apporter des éléments de choix pour dire bah, ça peut aller là, cette connaissance va plutôt dans ce sens-là. Mais ensuite, le politique a en cela une responsabilité qu'il représente dans les démocraties notamment, donc sont des choix de la majorité sur le type de développement et de progrès dont la majorité a envie. Et ça me semble important. Est-ce qu'à la base de la confiance, il n'y a pas aussi la question des compétences, de la formation? Je suis frappé, par exemple, de voir qu'il y a 5 ans, en France, il y avait 179 000, on va arrondir à 180 000 bacheliers scientifiques tous les ans. On en est à 80 000. Vous avez suivi comme moi le débat sur le recul des mathématiques au lycée et cet enjeu de réintroduire un peu de science. Peut-être qu'elle a été mal enseignée, peut-être que beaucoup de raisons qui expliquent son recul, mais avec une opinion qui est peut-être de moins en moins formée aux sciences. Matt Canso, comment, par exemple, expliquer la médecine ou les évolutions de la médecine? C'est pas facile. Oui, ça c'est très intéressant ce que vous venez de dire, car en fait ça révèle un petit peu, ça met le curseur, la température de la culture médicale et scientifique d'un peuple. En fait, il y a quelques années, je me disais qu'en Europe, on avait une culture médicale assez forte comparée à d'autres pays. C'était une impression assez personnelle, parce que les personnes s'intéressaient de ce qu'ils mangeaient et de ce qu'ils pouvaient même avaler en termes de médicaments, avoir un petit peu une idée de comment ils allaient chez le médecin, ils consultaient, etc. Sachant qu'il y avait des domaines particuliers assez négligés. Je parle notamment au niveau du dentiste, entre autres. Mais je disais d'une manière globale que oui, le niveau culturel de connaissance permet d'augmenter le débat et de le mettre au haut niveau. Sauf que la culture donc scientifique et médicale, ne serait-ce que qu'on disait au tout début, la connaissance de la méthode scientifique. Quand on était au lycée et qu'on pouvait faire des matières similaires ou assimilées à la science, on pouvait comprendre qu'il y avait une méthode, une rigueur avant tout, qu'on ne pouvait pas affirmer un truc si on ne l'avait pas prouvé plusieurs fois. Tout ça, on l'ignore actuellement. Et donc, ça laisse la place à des idées totalement magico-religieuses, magiques, fantastiques, qui font qu'à la fin, on se retrouve avec des convictions et des choses totalement farfelues. Je m'excuse du mot. Et donc, oui, ça aide pas au débat, ça n'aide pas. Une baisse de culture générale avec un mélange de connaissances mal interprétées, mal menées, ça fait qu'on mélange tout et que c'est pas terrible. Et ça, on le voit très bien à tous les niveaux des strates de couches de la société. Renaud? Oui, on le voit bien, ce que je disais sur le XVIIIe siècle, ça continue, c'est-à-dire c'est le mouvement de la science, de la technique et de l'économie qui imprime le mouvement des sociétés. Donc, si vous voulez un peu comprendre ce qui se passe, il faut avoir un peu de culture scientifique, un peu de culture technique et un peu de culture économique. Sinon, vous vivez en aveugle dans un monde. Vous vivez dans un monde où il se passe des choses, mais vous ne pouvez absolument pas les interpréter. Ça, effectivement, si des générations qui arrivent ont moins de culture scientifique et moins de culture économique, ça n'est probablement pas une bonne nouvelle dans leur compréhension des sociétés dans lesquelles ils vont vivre.
Comment expliquer l'absence de débat? Peut-être que la question s'adresse à moi. Elle arrive dans les messages écrits. Comment expliquer l'absence de débat contradictoire sur un tel sujet de société dans les médias, notamment présenter les confrontations de certains scientifiques reconnus qui ont des visions différentes mais argumentées? C'est le poids de la controverse. Vous savez, c'est la formule latine disputatio. C'était l'idée d'une controverse fertile, du frottement des idées. De joute en termes de connaissances. J'ai peur, malheureusement, que ça fasse très peu d'audience à la télévision. On finisse par emmerder les gens. Et toute la difficulté, vous voyez, elle est un peu là à travers cette question très intelligente, c'est comment on fait pour sensibiliser l'opinion aujourd'hui. Ce monde-là vit dans un écosystème. Les sachants, les scientifiques, Catherine, vous travaillez sur les plantes, les médicaments des plantes, Bruno réfléchit à des questions de philosophie de la société, Imad soigne les gens, mais on vit tous ensemble. Et c'est comment faire en sorte, dans un monde où les compétences, les connaissances sont très différentes, comment faire en sorte qu'il y ait une espèce de consensus aujourd'hui, de capacité en tout cas à vivre ensemble, et toujours dans le sens du progrès. D'ailleurs, Bruno, est-ce que vous pensez, vous, pour terminer, je vous poserai la question à chacun. Est-ce que vous pensez que l'idée de progrès est une idée ringarde? Non, pas du tout. Je pense que c'est une idée en action. Et par rapport à ce que vous disiez, on a tendance parfois à penser par stéréotypes. J'ai un ami qui a écrit un livre sur les stéréotypes et il dit que ce qui fait que nous utilisons les stéréotypes, c'est parce que nous sommes paresseux, c'est une économie de pensée, c'est parce que nous sommes vaniteux. C'est que tous les stéréotypes sont pour rabaisser les autres, et c'est parce que nous sommes envieux, c'est-à-dire quand des gens sont plus sachants que nous avons tendance à les dénigrer. Donc je crois que ce qu'il faut éviter, c'est, comme le disait Imad Kanso, il faut être modeste par rapport à ce qu'on ne sait pas, donc éviter ces trois péchés, dont un est un des péchés capitaux d'ailleurs, d'être vaniteux, envieux et paresseux. Catherine? Alors moi, je me souviens de ce qui existait à travers les souvenirs de mes grands-parents, de mes parents, et puis comme je ne suis pas toute jeune, quelques souvenirs de ce qui existait dans les années 1950-1960. Et je considère que quand je vois la vie dans les campagnes qui existait à ce moment-là et ce qui se passe maintenant, il y a eu quand même une amélioration énorme en niveau de vie, en bien-être, pour se loger, bien-être pour la santé, bien-être dans l'alimentation. Et quand on va se promener aussi dans le monde, si on a cette chance, on s'aperçoit combien dans nos sociétés occidentales, nous avons la chance que la majorité des gens ont un mode de vie qu'on va juger décent. Alors que quand on va se promener encore dans les rizières en Asie du Sud-Est, eh bien, on voit combien la vie est difficile. Alors là, je ne peux pas dire que le progrès, c'est inutile. Non, le progrès, c'est améliorer le niveau de vie pour l'ensemble de l'humanité. C'est vrai que l'espérance de vie progresse, y compris l'espérance de vie en bonne santé, à la différence de ce que j'entends dire assez régulièrement. On dépense, puisqu'on va terminer avec Imad Kanso sur les questions médicales, la science, la médecine est une science. Chaque année, Imad, on dépense entre 200 et 220 milliards d'euros en France pour soigner les Françaises et les Français, ceux qui vivent sur le territoire. On accepte même ceux qui n'ont pas de statut sur le territoire. Quel que soit votre niveau social, quel que soit votre itinéraire personnel, vous pouvez être soigné dans un hôpital public, vous en êtes, vous êtes médecin dans un hôpital public de qualité. Mais pour en revenir au fond du débat qu'on a eu là, dans une société qui a peur, car je pense que la peur, c'est ce qui paralyse aujourd'hui la société. Alors peur de la maladie, peur du vieillissement, peur de la mort, peur beaucoup de choses. Est-ce qu'on n'attend pas un peu trop de vous, des scientifiques, Imad Kanso? Oui, je pense, mais je pense que c'est une attitude globale dans un pays où on est un petit peu gâté. Et je m'excuse encore, on a une chance inouïe. Il faut juste que nous, on apprenne. Je sais que des gens critiquent de relativiser, mais en fait, parce que c'est mon malheur qui prime. Mais attention, si on regarde au-delà du bout de notre nez, on voit qu'ailleurs, et Catherine le disait tout à l'heure, on voit qu'ailleurs, c'est vraiment terrifiant. Nous avons une chance inouïe en France d'avoir un débat, comme disait Bruno tout à l'heure, de pouvoir s'exprimer, de pouvoir dire ce qui ne va pas,
et le critiquer. On n'est pas une société fermée et en plus, on a accès. Mais vous ne vous rendez pas compte de la quantité. Je prescris parfois un traitement de 3 000 € juste qui passe en une heure de perfusion. Et personne ne voit la couleur. Or, nous payons tous ça, d'accord, avec nos impôts et tout ce que vous voulez, mais cette chance d'avoir accès, nous avons des consultations. Vous savez que soigner des patients qui viennent avec des infections ou des tuberculoses d'ailleurs nous permet de nous protéger nous-mêmes. Or, contrecarrer, éviter de soigner ces personnes parce que soi-disant c'est mon argent, c'est absurdissime. On contrôle les épidémies, on contrôle les maladies et nos propres maladies en contrôlant celles de tout le monde. Donc voilà, je voulais exagérer un peu la situation, mais ce n'est pas exagéré, c'est nous avons beaucoup de chance, les gens attendent de nous et de tout le monde, des politiques et de tout le monde. Ils ont raison d'attendre parce que ça nous permet de nous challenger, de nous booster, comme on dit en anglais, en fait, de nous stimuler tout simplement. Et on doit le faire, on se doit de faire ça, mais c'est vrai que c'est dommage. Et juste pour dire le progrès est ringard, non, pas du tout, on est obligé. En fait, on subit le progrès finalement de l'humanité. Donc, je pense que non, ça sera, quoi que l'on dise, ringard ou pas, de toute façon, on le subira toujours parce qu'il y aura toujours de progrès. Bon, merci beaucoup. Si je vous faisais cette réflexion, c'est parce qu'il y a dans la société des voix aujourd'hui qui disent qu'il faut revenir en arrière, que c'était beaucoup mieux avant. Ils oublient peut-être que, oui, on décédait à 60 ans, qu'on n'arrivait pas à soigner un certain nombre de maladies, que 15 ou 20% de l'humanité avait faim. Enfin bon, ils oublient tout ça, mais vous avez des gens qui vous vendent le temps passé comme le bon temps, hein, et qui disent, bon, le progrès, après tout. Il y a une critique philosophique du progrès, de la science et des techniques. Tout au long du XXe siècle, au fond, il y a une critique de la société. Merci à tous les trois, c'était tout à fait passionnant. Merci aussi à tous ceux qui nous ont suivis. Vous retrouverez les meilleurs moments de ces échanges. Bon, d'abord, les échanges sur YouTube et puis les meilleurs moments sur les réseaux sociaux. Il faut bien que ce soit utile quand même, les réseaux sociaux. Bonne journée. Merci Pascal, merci pour votre à vous tous. invitation. Merci. Au revoir. Bonne journée.